Bienvenue dans ce premier épisode du podcast de l'étrange, un podcast dédié à l'horreur, au paranormal et au mystérieux. Le principe est simple, j'y reçois un invité avec qui l'on discute du thème du jour. Et pour ce premier rendez-vous, j'ai l'honneur de recevoir Obscuria, un créateur de contenu, vidéaste et auteur qui s'est imposé au cours des dernières années comme l'un des maîtres de l'horreur sur YouTube. Et le sujet dont on va discuter ensemble, c'est celui des mystères numériques. Un sujet qui occupe une place de choix dans tes créations Obscuria. Et pour cela, on va partir de celui dont tu m'as dit un jour que c'était ton préféré, le mystère des Key Lime Pie. Voilà pour ce rapide tour d'horizon, mais avant de sauter à pieds joints dans le rabbit hole du Captain Cucci et de sa femme Anita et de leur tarte au citron vert, Obscuria, est-ce que tu pourrais te présenter ou en tout cas nous en dire un peu plus sur toi et ton travail sur YouTube notamment, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Oui, alors déjà, merci pour l'invitation et puis bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Effectivement, je suis Obscuria. Je fais des vidéos sur YouTube, comme tu l'as dit, qui traitent, on va dire, principalement, on va dire, d'histoires sur Internet et ouais, puis de mystères numériques. On peut effectivement résumer un petit peu la thématique de ma chaîne là-dessus, même si c'est mystères numériques au sens large et c'est pas toujours horrifique, ça l'est souvent. Parce que, comme on le verra tout à l'heure, parfois le mystère en fait, pose des gros points d'interrogation dans nos esprits et on a souvent une petite tendance à voir le pire un peu partout. Mais voilà, ouais, je pense que c'est un bon résumé de mon activité en ligne. Ok, écoute, merci beaucoup. Et puis encore une fois, très content de te recevoir. On avait dit qu'on partageait une boisson choisie par toi, ce qui nous permet de partager aussi quelque chose de physique au-delà de la distance. Bien Donc, sûr. est-ce que tu peux nous dire quelle est cette boisson Obscuria? Eh bien écoutez, c'est un café qui vient tout droit d'une boulangerie en bas de chez moi, qui est vraiment un café absolument lambda, probablement de très basse qualité, mais que j'adore. Voilà. Écoute, moi, mon café est pas de meilleure qualité, c'est du soluble, du Nescafé OK. soluble, donc voilà, je pense que le tien, quand même, doit être pas mal meilleur, fait à la boulangerie et tout. Et je me disais, finalement, le café, c'est la boisson parfaite pour parler de tarte au citron vert. Les deux se marient plutôt bien, et c'est donc une magnifique transition vers le sujet du jour, les Key Lime Pie. Donc c'est un sujet auquel tu as déjà consacré une vidéo. Moi aussi, j'en ai parlé dans la partie 5 de l'iceberg des posts Reddit les plus perturbants. Et on va poser un petit peu le contexte de ce mystère qui a émergé le 11 septembre 2016 lorsqu'un utilisateur du nom de Keylime WTF a attiré l'attention d'un subreddit, Unresolved Mysteries, sur une série de messages qu'il a trouvé postés partout aux quatre coins du web. Donc des messages qui parlent de tarte au citron vert, du Captain Cucci et de sa femme Anita, ainsi que de leur restaurant à Asheville, en Caroline du Nord. On entend même parler de piegasm, des tartgasmes et d'autres vertus aphrodisiaques qui seraient propres aux Key Lime Pies du Key West Bar and Grill. Bref, des messages qui apparaissent assez délirants et je pense que pour l'exemple, je pourrais en mettre un au montage pour donner un petit peu de contexte. J'ai goûté les tartes au citron vert de Captain Cucci et ces tartgasmes ont guéri tous mes symptômes en moins de 4 semaines. Je recommande vivement les tartes au citron vert de Captain Cucci pour soigner tous vos maux, elles sont géniales. Kobe Bryant prend peut-être sa retraite du basket, mais la tarte du Captain Cucci reste son dessert préféré. On ne se lasse pas de cette tarte au citron vert, tarte au citron vert, tarte au citron vert. J'en veux toujours plus de cette tarte au citron vert, sinon je pleurerais à en mourir. Je ne sais pas pourquoi j'aime autant ces tartes au citron vert. Alors ça, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Il me semble, Obscuria, on trouve beaucoup de ces messages en ligne. Oui, justement, c'est ça qui est intéressant avec ce phénomène, c'est que, grosso modo, je pense que tout le monde l'aura compris, c'est quelqu'un qui s'est amusé à poster dans un premier temps ce commentaire-là qui a été lu, qui vante les mérites d'une tarte au citron venant d'un restaurant, quoi, en gros. Le problème, ça, à la limite, ça paraît assez logique, on est sur Internet, les gens donnent leur avis, voilà. Sauf que là, il y a 2 choses qui sont assez étranges, c'est que, premièrement, il y a beaucoup quand même de commentaires, il y a vraiment beaucoup de commentaires, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, et puis surtout, c'est une drôle de manière quand même de promouvoir une tarte au citron, d'un restaurant, qui s'avérera être un petit peu lambda, en plus. C'est vraiment ça qui est étrange. Complètement. Alors, au niveau du volume de messages, il me semble que certains internautes avaient justement compilé des listes de ces commentaires et il y en avait des centaines qui n'avaient pas été effacés. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, il y en avait même peut-être plus, voire des milliers, quoi. Ça se comptait Ah en ouais. milliers de messages.
Ouais, je pense qu'à mon avis, au pic, avant que tout soit, supprimé, que les sites sur lesquels, tous ces commentaires, ont été postés, aient disparu, je pense qu'à mon avis, on devait s'approcher, à mon avis, du millier, hein. Ouais, ouais. Alors, je sais que Nexpo, dans la vidéo qu'il avait fait sur ce mystère, il parlait de dizaines de milliers de messages, mais c'est peut-être un peu exagéré. Ben, en fait, on verra aussi, tout à l'heure que, en fait, il y a eu plusieurs phases, plusieurs salves, en fait, de messages. Si on commence un peu, on va dire, à recentrer sur, le poster originel, je pense qu'à mon avis, on peut peut-être arriver effectivement à des centaines, voire peut-être même un millier. Mais, ce qui est déjà, enfin, c'est insensé, hein, c'est Insensé, déjà ouais. complètement fou. Après, on verra qu'il y a peut-être des gens qui ont pris le relais, peut-être, je sais pas. Mais, effectivement, ouais, je pense que c'est pas un chiffre qui est déconnant de dire, un petit millier, ouais. Du coup, ça pose la question, est-ce que c'est quelqu'un qui aurait pris le temps de les écrire à la main? Enfin, ça prend un temps justement phénoménal, et c'est pour ça qu'il y a certains qui posent l'hypothèse d'un spam bot, en disant ça tombe, c'est voilà un programme qui a été utilisé pour spammer les sites partout sur Internet. Mais il me semble que c'est une hypothèse qui est pas trop crédible. Bah, alors en fait, en 2009, il y avait déjà évidemment la possibilité de créer, des spam bots, on peut appeler ça comme ça, voilà, pour inonder, internet de tout un tas de messages. C'était d'ailleurs utilisé, à des fins publicitaires, hein, bien sûr. Là, en l'occurrence, ce qui est un peu étonnant, c'est que, clairement, le restaurant dont il est fait référence, ça avait l'air d'être un truc familial assez modeste qui, à l'époque, à mon avis, n'avait clairement pas de quoi, dépenser, de l'argent ou du temps, de l'énergie et cetera dans le fait de spammer comme ça. Puis surtout, bon, je pense qu'on va peut-être, en parler maintenant parce que c'est quand même un élément qui est important, mais du coup, on se retrouve avec des commentaires qui vantent les mérites et qui indiquent qu'il faut impérativement que tout le monde se rue sur les tartes au citron, d'Equise de Captain Cucci et donne, la localisation du restaurant. Mais le problème, c'est que le restaurant en question, ben, ça faisait déjà une dizaine d'années qu'il n'existait plus. Exactement, c'est le truc le plus bizarre, c'est que ce restaurant-là, il a existé, mais il est fermé. Alors, il me semble depuis 2007 ou 2008. Donc, quand l'OP Ça faisait poste son 3, message, 5 ans à peu près, quoi, on va dire. ça faisait même, vu que c'était en 2016, ça faisait même plus 7-8 ans Ouais, c'est ça, ouais. que le truc avait été déjà fermé. Donc du coup, ça pose quand même un vrai mystère. Bah, Qui ouais. pourrait faire ça, quoi? Qui sait? Mais et surtout, quel est l'intérêt d'écrire autant de messages? Parce qu'on va quand même partir du principe, parce qu'à mon avis, c'est le cas, ou tout du moins pour les premiers messages, que ça a été fait à la main par quelqu'un. Pourquoi être obsédé déjà par, un dessert, on va dire, d'un restaurant, lambda, quoi, qui a fermé depuis à peu près 10 ans. Pourquoi, spammer comme ça pour que des gens s'intéressent à cette, tarte au citron qui n'existe et qui n'est plus produite depuis déjà très longtemps? Exactement. Et du coup, la question que les gens vont se poser derrière, c'est, mais voilà, qui pourrait être derrière cette flopée de messages? Et je pense que relativement rapidement, avec on va dire, l'effort collectif des internautes, des réditeurs qui vont essayer de rechercher qui pourrait être ce suspect, il y a plusieurs profils qui émergent. Alors, il me semble qu'il y a notamment Cucci Senior. Et je sais que tu en parlais dans ta vidéo, que tu en parlais même assez longuement. Oui, ben, en fait, il faut essayer de raisonner de manière un petit peu, rationnelle. C'est-à-dire, qui aurait eu intérêt à ce que des gens, viennent goûter la tarte au citron? Bah, le propriétaire, enfin celui qui fait, les tartes au citron, a priori, quoi. Le propriétaire de ce restaurant semble être un petit peu désigné, a priori, quand même, comme le coupable, un peu idéal. Et c'est surtout ça, en fait, qui est étrange. C'est en réalité, il y a que lui ou son entourage très, très proche qui pourrait, en fait, être à l'origine de ces milliers de posts. Lui ou, éventuellement un client qui resterait peut-être un peu coincé dans une époque, qui avait ce petit rituel d'aller manger cette, tarte au citron. Mais dans tous les cas, voilà, je sais pas, j'imagine que toi, il y a des produits que tu aimes beaucoup, mais de là à aller, spammer, des milliers de fois dans les commentaires parce qu'on n'a pas,
on l'a pas forcément mentionné, mais ces commentaires, ils se retrouvaient littéralement partout. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, vous aviez sur des sites internet qui proposaient des recettes de tarte au citron. Bah, en fait, dans les commentaires, il y avait souvent le seul commentaire, parce que bien sûr, il n'y a pas des millions de commentaires sous une page un petit peu lambda de recettes de cuisine. Bah, lui, il était là. Pareil pour des sites pour adultes, sur des publications qui n'avaient littéralement aucun rapport avec, a priori, avec la pâtisserie, quoi. L'équivalent de Doctolib américain avait été, de Doctissimo, pardon, avait été complètement spammé aussi, alors que bon, a priori, il y avait zéro rapport avec des considérations médicales. Ça reste une tarte au citron, quoi. Exactement, même si bon, d'après le posteur fou, on va dire ça comme ça, elles auraient des vertus médicales, Oui, aphrodisiaques, médicales. Ce serait une des nombreuses raisons pour lesquelles tout le monde serait fan de ces tartes au citron vert. On l'a vu dans l'extrait tout à l'heure, mais il parle de Kobe Bryant et puis d'autres personnalités de la vie publique américaine qui se feraient livrer par avion. Il parle de Trump, d'autres personnalités comme ça. Donc évidemment, c'est pas crédible du tout. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'une des théories qui a été émise, donc t'en parlais, celle d'un ancien client qui ferait une fixette sur les tartes au citron vert et puis sur la famille la famille Pelaez, parce que c'est ça en fait le nom des propriétaires. Ouais, c'est ça. Et qui donc aurait décidé pour une raison ou une autre de se mettre à poster pendant 10 ans sur leur restaurant qui a fermé. Ça paraît délirant et je pense que c'est même probablement c'est profondément absurde. Et c'est ça qui a, à mon avis, justement attiré l'attention des gens et qui fait de cette histoire un réel mystère numérique. Enfin, pendant une dizaine d'années minimum, on en reparlera également tout à l'heure, mais c'était un gigantesque point d'interrogation parce qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose de rationnel qui permettait de justifier ce comportement. Exactement, aucune explication logique, en fait, rationnelle, tout simplement. Alors, je sais que Barely Sociable aussi avait fait une vidéo sur ce mystère, justement, avec une théorie qui était assez intéressante. Nexpo était parti plus sur la théorie de la maladie mentale, c'est-à-dire quelqu'un, que ce soit le proprio ou un ancien client, qui aurait souffert de troubles mentaux et qui donc aurait eu cette obsession pour les key lime pie du Captain Cucci. Mais Barely Sociable propose une autre interprétation qui était relativement intéressante aussi. C'est celle que finalement le propriétaire de ce restaurant, donc le Captain Cucci Pelaez Jr., aurait eu comme idée, comme projet en fait, de rouvrir leur restaurant, mais sous forme, enfin pas de rouvrir leur restaurant, mais plutôt de proposer à nouveau les key lime pie de leur restaurant à travers une fabrique de tartes au citron pour les expédier un peu aux quatre coins des États-Unis. Et Barely Sociable dit c'est possible en fait que, en tout cas, la première salve de messages soit motivée par ce projet-là. Et je sais pas ce que t'en penses toi de cette théorie-là. Alors, moi j'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce que il y a pas, enfin, sauf erreur de ma part, de traces qu'une telle usine, enfin voilà, qui ait eu quoi que ce soit en fait. De ce point de vue-là, je pense pas que vraiment ils aient monté une entreprise spécialisée là-dedans. On verra toujours plus tard que de toute façon les enquêtes ont révélé que c'était pas le cas. Et moi, je me range quand même beaucoup plus du côté de Nexpo, ouais. Après, Ouais. Barely Sociable, je préfère les vidéos de Barely Sociable à Nexpo, bon, à titre personnel, voilà. Mais c'est vrai qu'il a souvent une propension un peu à émettre des théories et, un peu qui se basent sur rien, je trouve. Là où Nexpo est peut-être un peu plus prudent, voilà. Mais c'est vrai que il a souvent tendance à rationaliser aussi peut-être la chose, parce que là finalement ce serait rationnel presque. Bon, c'est une sorte de campagne marketing qui est partie en sucette. Sur des sites pour adultes, sur c'est vrai. enfin, ça pourrait effectivement fonctionner. On peut partir du principe que ce serait quelqu'un qui s'est dit bon, on va inonder tout simplement et puis faire de la pêche au chalut, quoi. C'est-à-dire balancer tout un tas de commentaires à droite à gauche en espérant que finalement ça martèle dans l'esprit des gens, voilà. Mais les commentaires en question, justement, font pas forcément état du fait que le restaurant est fermé. En fait, c'est ça qui est étrange. Ils en parlent comme s'il existait toujours et qu'il n'avait jamais cessé d'exister.
Exactement. Alors que enfin, assez rapidement, il me semble, justement, le restaurant est localisé et il y a même des Redditeurs qui se rendent sur place et qui prennent des photos des lieux et on Ouais, voit que c'est clairement abandonné, quoi. Il y a ouais, plus rien depuis très longtemps dans les locaux. c'est sûr. Mais d'un côté, il y a aussi un élément qui est intéressant parce que justement, ben, les gens qui ont mené l'enquête, sur Reddit principalement, effectivement, ils ont exhumé des photos et cetera. Il y avait pas mal de témoignages assez concordants sur ce qu'était réellement justement, bah, le restaurant du Captain Cucci et je pense vraiment que c'était un endroit qui, était très marquant parce qu'on a une description quand même d'un endroit qui est très fantasque, qui est original, vraiment original. On voit beaucoup apparemment, il y avait un faux crocodile géant, je crois, qui était exposé. Il y avait tout un décor qui avait été fait par un artiste. Apparemment, c'était quelque chose d'assez singulier et j'imagine que c'était dans une petite, ville, alors je me souviens plus exactement où c'était précisément, mais on va dire Alors que c'était c'était à Asheville en Caroline du Nord, dont on a entendu parler d'ailleurs il y a pas très longtemps aux infos quand il y a eu les inondations aux États-Unis, etc. Mais c'était là-bas. OK, d'accord. Je pensais que c'était dans un endroit qui était plus petit, mais enfin, dans tous les cas, ouais, ça avait l'air d'être quand même un endroit qui était assez original avec une personnalité propre, voilà. Oui, et comme tu le dis, la décoration. Alors, j'avais entendu parler. Alors, je sais que dans les pubs, on voyait les pubs dans les journaux, il y avait effectivement un crocodile que tu avais montré dans ta vidéo. J'avais trouvé aussi des extraits des archives, etc. Mais j'avais entendu parler d'un lézard, genre un gros lézard, peut-être un iguane ou quelque chose comme ça, qui vivait dans le restaurant. Donc, il y avait peut-être une sorte de vivarium OK, d'accord, ouais, peut-être, ouais. dedans. Mais il me semble que la décoration, c'était justement, entre autres, l'œuvre du proprio, le capitaine Cucci, qui, D'accord. à ses heures perdues, peignait, dessinait, faisait des sculptures même. Et c'était visiblement, d'après ce qu'on peut en lire par les gens qui en ont témoigné, et puis ce qu'on peut en voir dans certaines vidéos, parce qu'il y a eu notamment, alors je me souviens plus du nom exactement de la chaîne, mais il y a eu deux frères qui ont fait c'est presque un documentaire en fait, qui est Ouais. très bien monté. D'ailleurs, tu l'avais vu ce truc-là Bah, auquel je je fais l'ai référence? vu et je pense, je vais vraiment utiliser des grands mots, mais je pense que c'est la vidéo, la plus qualitative, on va dire, en termes de montage et de visuel, qui à mon avis enfin, c'est vraiment le truc le plus triste parce que cette vidéo, personne l'a vue C'est vrai. et franchement les heures, enfin, là, pour le coup, on peut parler, je pense, peut-être même d'une centaine d'heures de travail qui a dû, Je nécessiter pour pense faire cette aussi. vidéo. C'est complètement tombé à côté et c'est bien dommage, ouais. C'est bien dommage. Super dommage. C'est vrai qu'au niveau visuel, elle est incroyable. Il y a Ah vraiment, et puis surtout que c'est c'est vu enfin, les personnes qui ont fait ça étaient très en avance, sur, la méta de YouTube actuelle, je trouve. Vraiment, c'était topissime, ouais. Parce qu'elle a quelques années déjà cette vidéo. Bah, c'est ça, c'est ça, c'est Ouais, ça. ouais. Et elle doit être à 5, 6, 7 000 vues, un truc dans le style, si je dis pas de Ouais, bêtises. alors que franchement, Donc, c'est enfin, visuellement, c'est impressionnant, hein, ce qu'ils ont fait, hein. elle est impressionnante. Par contre, alors moi je mettrais une petite nuance sur la vidéo en tant que telle. Leur hypothèse est que quelqu'un voulait nuire à la famille Pelaez en fait, et que c'est une personne voilà, qui malveillante en fait, qui aurait posté tous ces messages-là pour leur nuire. Et pour le coup, je trouve que ça se base sur pas grand-chose en fait, cette Ouais. hypothèse-là. Alors sur Mm. sur la forme, la vidéo était super. Sur le fond, moi, j'étais pas du tout d'accord non plus, vraiment pas. Mais en tout cas, ouais, la forme était impressionnante, ouais. Bon, on est d'accord en tout cas à la fois sur le côté très réussi au niveau visuel, mais au niveau de la recherche, on va dire, au niveau du fond, c'était bon, on n'était pas d'accord, on va dire ça comme ça. C'est ça. Et d'ailleurs, une des raisons pour laquelle on en avait discuté tous les deux en privé, une des raisons pour laquelle on n'était pas d'accord avec cette façon de voir les choses, c'est que entre deux, depuis la sortie de leur vidéo, on a appris une information d'importance, de première importance. Effectivement, bah, en réalité, Oscar Pérez, si je me trompe pas, qui était donc, bah, le Captain Cucci, hein, celui qui incarnait un petit peu le restaurant, est décédé en 2022. Voilà. Donc, bah, en réalité, moi, c'est une affaire que j'ai toujours suivie parce qu'en fait, c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Ça fait il y en a quelques-unes autres comme ça qui sont jamais vraiment, irrésolues à 100 avec des théories, vraiment fiables et solides. Mais celle-ci, c'était le cas et du coup, j'avais décidé d'aller checker, voir un peu ce qui se passait et j'étais tombé, en fait, sur, l'obituary, enfin, je sais pas comment on dit en français, mais vous savez, les pages internet qui annoncent le décès de quelqu'un
Et les gens, ils peuvent commenter, en fait, donner des commentaires. Alors, généralement, c'est repose en paix, enfin voilà, toutes les choses un peu liées au deuil, voilà. Mais justement, sur cette page internet, il y avait des éléments intéressants, en fait, dans les commentaires. Effectivement, dans ces commentaires, on trouve alors des témoignages à propos du Captain Cucci et de sa famille. Il parle notamment de sa femme, ils avaient une relation très fusionnelle, hein, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas ils étaient très proches, et ils avaient aussi visiblement une vie de famille très riche, et puis ils étaient tous très proches. Je sais que le Captain Cucci appelait ses 3 fils ses 3 amigos, ce que je trouve assez rigolo, et il y a quelqu'un qui le mentionne dans les commentaires, et il y a plusieurs commentaires dans ce style-là, et il y a un commentaire qui, pour le coup, moi, a vraiment retenu mon attention, c'est celle d'une infirmière. Une infirmière, alors il me semble qu'on appelle ça les soins palliatifs en français, qui s'est occupée du capitaine Cucci, donc d'Oscar Peláez Jr., durant les dernières années de sa vie. Et ce qu'elle mentionne dans ce commentaire-là, c'est qu'il avait jamais cessé en fait de travailler à son restaurant et qu'il avait toujours voulu y revenir un jour. Et je trouve ça très surprenant en fait dans ce commentaire, parce que le restaurant, même si elle l'a accompagné pendant 10 ans, le restaurant est fermé depuis une quinzaine d'années au moment où elle a écrit ça. Pour moi, en fait, c'est l'hypothèse que j'ai posée en découvrant ça, l'hypothèse que j'ai posée dans ma vidéo aussi, c'est que... Alors le suspect numéro 1, on ne l'a pas dit, mais le suspect numéro 1, pour la plupart des gens qui ont vraiment étudié le sujet, c'est le Captain Cucci lui-même en fait. C'est lui qui serait derrière tous ces messages. Et l'information très importante que donnait cette personne-là, c'est qu'a priori, alors elle le mentionne pas directement, mais la compagnie pour laquelle elle travaille est a priori spécialisée dans la maladie de Parkinson. Donc finalement, l'image que moi je m'en suis faite de cette situation, c'est que peut-être le capitaine Cucci a commencé à poster ses messages un peu comme une manière de passer le temps, et puis de se raccrocher finalement à ce qui était son bébé, son plus gros projet professionnel, et qu'il a fait ça pour à la fois se divertir et puis voilà, faire un petit truc un petit peu random, un petit peu marrant, qui correspondrait aussi à sa personnalité assez excentrique, parce que plusieurs des personnes, même dans les commentaires, tracent un peu ce portrait-là. Et c'est ce que je me suis dit, voilà, que c'est peut-être au fur et à mesure du temps, et avec l'impossibilité finalement de revenir et de reprendre son activité, qu'il a juste continué à la perpétuer, on va dire, à travers ses commentaires sur Internet. C'est en tout cas ma théorie. Et quand on regarde au niveau des statistiques au final de tous les messages, même s'il a posté 1 millier ou 2000, 3000 messages, au final, c'est pas tant que ça. C'est-à-dire que même s'il faisait ça une fois par jour, il prenait 15 minutes, une demi-heure pour écrire un message, c'est physiquement possible en fait. C'est physiquement possible. Donc, c'était ma petite hypothèse là-dessus. Je sais pas ce que toi t'en penses, Obscuria, avec ces nouvelles découvertes. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que sur tant d'années, 1000 commentaires au final, enfin, admettons qu'il y en ait 1000 ou voire même 2000, c'est pas tant que ça avec le jeu des copier-coller, voilà. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. À mon sens, et surtout de ce qu'on lit, des commentaires justement, sur sa page, heu, enfin sur la page de Sa son notice décès là. nécrologique. Ouais, il me Sa semble que c'est notice ça nécrologique, voilà exactement. Oui, ça avait peut-être l'air d'être quelqu'un qui avait l'air complètement obsédé par son lieu, et ça peut se comprendre parce que de ce qu'on peut lire un peu, justement, de ce lieu-là, c'était quand même un endroit qui était singulier, il était très impliqué dedans. Donc c'est-à-dire qu'il y avait sa femme, qui cuisinait aussi, et puis, lui visiblement qui donnait un petit peu, sa personnalité au lieu. Il a décoré, il était très jovial, très enjoué, et j'ai aucun mal à penser que c'était quelqu'un qui adorait son travail, qui adorait son lieu. Et comme tu le disais tout à l'heure, ouais, c'était l'œuvre de sa vie, c'était son bébé. Donc le fait que, admettons qu'il soit, pour X ou Y raison, resté bloqué là-dessus, pour moi, ça fait complètement sens, en fait. Mmh. Écoute, on est d'accord. Peut-être que c'est une petite résolution, en tout cas hypothétique, à ce mystère. Enfin bon, sans s'avancer, en tout cas, ça paraît relativement logique. Il y a un truc, par contre, qu'on a fait remarquer dans les commentaires sous ma vidéo, et j'aurais bien aimé qu'on en discute aussi, et ce qui peut donner aussi une touche un peu plus sombre d'ailleurs à la situation. C'est qu'il y avait donc plusieurs personnes qui m'ont dit, mais finalement,
Parkinson, ça peut aussi progresser vers la démence. Et sûr. donc, il y aurait peut-être même une dégradation au fil des commentaires, etc. Je ne sais pas ce que tu penses de cet ajout-là. Ouais, parce que justement, effectivement, dans les commentaires, bah, il y avait son assistante, enfin pas son assistante, son aide-soignante, on va dire, qui visiblement, l'a accompagnée pendant, de très nombreuses années. Ouais, bah, du coup, qui a révélé, que, bah, en fait, il souffrait de la maladie de Parkinson. Alors bon, je suis pas médecin, hein, évidemment, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais de ce que j'ai pu, comprendre et voir, on va dire, en consultant certaines sources, c'est qu'effectivement, il pouvait y avoir aussi un déclin cognitif avec, Parkinson, donc c'était physique, principalement, mais je crois que c'était dans une quarantaine de pourcents des cas, pouvait y avoir également un gros déclin cognitif, qui peut complètement, en fait, bah, justifier, ce comportement, ouais. Ok, ouais, c'est vrai que ça fait quand même une très grande proportion en fait des malades de Parkinson qui effectivement connaissent un déclin cognitif qui évolue vers la démence, quoi. C'est ça. Après, alors est-ce que c'était lié à Parkinson? Parce que peut-être qu'il avait plusieurs pathologies, hein. C'était un vieux monsieur, peut-être que voilà, il avait je sais pas, on va pas dire de l'Alzheimer, mais en tout cas des problèmes cognitifs, qui sont arrivés avec l'âge et surtout, en fait, ça se passe aux États-Unis, donc les diagnostics de maladies, ou de troubles mentaux ou enfin, en gros, les diagnostics médicaux en général, je pense que c'est pas comme en Europe où on a quand même un accès aux soins, enfin gratuit, plus ou moins. Je pense qu'à mon avis, ils sont un petit peu moins regardants, surtout à cette époque-là, sur vraiment les diagnostics, à proprement parler, quoi. Je pense. Il y a ça aussi. Ouais, c'est clair que ça peut avoir son impact aussi. Le seul petit, pour moi, le petit bémol de cette théorie-là, c'est est-ce qu'il y a vraiment une forte dégradation entre les commentaires du début et ceux de la fin? Parce que normalement, ce serait un peu vers ça que ce serait censé aller, quoi. Moi, je Mais pense bon, que même les premiers commentaires, tu le montres à un psychiatre, il te dit: «Il y a un souci», quoi. Parce que ouais, franchement, effectivement. c'est quand même, des salades de mots, c'est des pavés, hein. On là, je sais pas si les gens, enfin se rendent bien compte de la taille de ces commentaires. Ça partait dans tous les sens et il abordait, 1000 et un sujets. Il y avait un peu de complotisme, il y avait également, des commentaires qui indiquaient qu'il fallait, investir dans, des plateformes, heu, d'or ou de monnaie, enfin des trucs comme ça. Tout à fait. Enfin, ça part vraiment dans tous les sens. Ça peut parler de Kobe Bryant et puis après de, Trump et après il peut y avoir 25 lignes sur la description, gustative que provoquaient ces tartes, les effets que ça pouvait avoir sur la libido et cetera. Ça part vraiment déjà dans tous les sens dès le premier commentaire, donc C'est vrai que ça part à fond dans tous les sens. Alors, c'est vrai que le tout premier commentaire qui est cité sur Reddit, c'est pas le plus ancien de tous les commentaires qui ont été postés par KLP. Il faudrait que je regarde la date, mais il me semble qu'il datait de 2013. Donc effectivement, c'était peut-être déjà à un stade où s'il y avait effectivement des composantes un peu, voilà, démentiel entre guillemets, peut-être que ça se ressentait déjà à ce moment-là. Et le message en question, c'est vrai qu'il est ultra long. Il fait, si je me souviens bien, 20 000 signes. Donc ça fait, ouais, c'est beaucoup, ouais. ça prend 20 minutes à lire à voix haute, quoi. Donc c'est vraiment ultra long, 20 ultra 000 long. signes, c'est, je pense, 4-5 pages, de Word, police, 13 ou un truc comme ça, c'est beaucoup, hein. Ouais. Énorme. Oui, oui, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Donc, pour conclure, c'est probablement cette hypothèse-là. En tout cas, aujourd'hui, c'est celle qui nous paraît à nous la plus probable. Et juste pour rappeler quand même l'ampleur du phénomène, on parle de centaines, voire de milliers de messages, hein. Bah, c'est ça, c'est ça. Ce qui est vraiment disproportionné et puis il faut aussi se mettre, dans la peau de la personne qui a enfin des personnes qui ont découvert ce truc-là. C'est-à-dire que, quand on lit le thread Reddit initial, on se rend vraiment compte qu'il y a un mec qui est tombé, là-dessus, qui s'est dit: «Tiens, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est Captain Coochie?» Qui a tapé, Captain Coochie sur, Google et qui a eu, je sais pas, 60 pages de résultats sur des sites divers et variés et c'est vraiment ça qui fait l'essence de ce mystère. C'est-à-dire, c'est absolument improbable. A priori, il y a rien qui l'explique et qui irait s'amuser à poster des milliers de commentaires,
pour vanter les mérites d'une tarte au citron qui est faite dans un restaurant qui n'existe plus depuis 6-7 ans, quoi. C'est ça qui est vraiment dingue et qui donne une sorte de vertige. Ce qui est le plus cocasse, entre guillemets, c'est que finalement, s'il n'y avait pas eu ce Redditeur qui était tombé sur ces messages, probablement qu'on n'aurait jamais eu ce mystère numérique, en fait. Ce serait tombé complètement dans l'oubli, je pense. Je pense aussi. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que finalement, là, on voit un peu la genèse, en fait, d'un mystère numérique. Du coup, je me dis que c'est peut-être une bonne transition pour passer justement au sujet des mystères numériques en général. Bien sûr. Alors, toi, tu disais, effectivement, tu ne parles pas que de mystères numériques, mais ça représente quand même un de tes centres d'intérêt. Et j'aimerais bien que tu puisses nous raconter un petit peu, en fait, comment tu as débuté sur YouTube. Enfin, à partir de quand est-ce que tu as créé tes premières vidéos et un petit peu la genèse de ta propre chaîne. Ouais. Alors, en réalité, au-delà de créer ma première vidéo, c'est surtout un attrait pour les histoires de Reddit et surtout pour spécifiquement les histoires qui ressemblent à celles des Key Lime Pie du Captain Cucci. Parce que pour moi, en fait, on n'est pas dans le sensationnel, on n'est pas dans quelque chose qui est... ça nous parle pas, je sais pas, d'esprit, de gens qui ont vu des extraterrestres ou tout un tas de choses, on va dire, où où la crédibilité peut être un petit peu mise en balance, etc. Là, c'est vraiment quelque chose d'hyper anodin, mais qui n'a en fait rien à voir. Qui n'a rien à faire dans le réel, quoi. C'est une vraie anomalie. Et en fait, moi, j'ai commencé à m'intéresser justement à tous ces mystères numériques-là, par une porte d'entrée très simple, qui est un autre mystère numérique, qui pour moi, pareil, est dans mon panthéon avec celui-ci, c'est celui de Lake City Quiet Pills. C'est-à-dire que, je vais faire une petite parenthèse peut-être oui, il faut que tu nous présentes rapide, mais je me suis retrouvé à un moment donné dans ma vie à vivre en Allemagne pendant quelques années. Et en Allemagne, à la période où j'y vivais, tout du moins, c'était pas la même consommation d'internet. C'est-à-dire que on pouvait pas regarder de streaming illégal. On pouvait sur YouTube, il y avait 60% des vidéos qui n'étaient pas visionnables depuis l'Allemagne à cause des droits d'auteur divers et variés, parce que c'est d'autres règles en fait qui étaient. Alors je crois que c'est plus le cas, mais bon, bref, à l'époque il y avait la GEMA qui était justement l'organisme chargé de la protection intellectuelle, qui était ultra sévère. Donc en gros, il n'y avait pas grand-chose à voir sur l'internet allemand entre guillemets. Et donc j'ai commencé à me divertir sur Reddit et à tomber sur le subreddit Internet Mysteries, donc les mystères d'Internet. Et c'est là où je suis tombé quasiment à peu près à la même période sur une autre histoire, celle de Lake City Quiet Pills et celle des Key Lime Pie. Donc vraiment, pour moi, les Key Lime Pie, ça a été une porte d'entrée vers ce monde-là, parce que je me suis juste dit, mais c'est quoi ce bordel, enfin, pourquoi quelqu'un ferait ça? Et après, c'est le jeu d'une curiosité un peu maladive qui pousse à creuser et surtout à essayer de comprendre et les origines d'une réelle anomalie, en fait. Parce que j'insiste là-dessus, mais pour moi, cette histoire-là, celle des tartes au citron de Captain Cucci, c'est vraiment absurde. Il n'y a que la folie, en fait, qui permet d'expliquer ça, ou alors des motivations inconnues. Et en fait, justement, ce mystère, il crée en nous un énorme point d'interrogation dans notre esprit. Et forcément, notre cerveau, il essaye de trouver des hypothèses, d'essayer de comprendre pourquoi ça existe, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, en fait, ça ouvre le champ vers tous les possibles, en fait. Et tu t'engouffres dans le rabbit hole, le terrier de lapin. Et c'est comme ça que ça se passe. Là-dedans, ouais, exactement, c'est ça. En tout cas, pour moi, ça a été le cas, quoi. Et du coup, tu parlais du mystère des Quiet Lake Pills. Non, je l'ai mal. Lake City Pills. Est-ce que tu peux le présenter un peu vite fait, ce mystère-là? Alors, pour moi, c'est très simple. C'est le plus beau mystère d'Internet à ce jour, toujours irrésolu. Et en fait, c'est ce pourquoi j'ai créé ma chaîne. J'ai créé ma chaîne pour un jour pouvoir faire une grosse vidéo là-dessus, parce que j'ai compilé beaucoup d'informations, j'ai suivi l'enquête. Ça fait à peu près, je ne vais pas dire de bêtises, mais ça fait 6-7 ans quand même que je suis le truc, etc. Et le mystère est très simple. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est beaucoup plus complexe que Key Lime Pie, etc.
Mais en gros, c'est des gens qui ont découvert dans un endroit vraiment improbable d'Internet, c'est-à-dire une plateforme, une section d'une plateforme où normalement personne n'avait aucun intérêt à aller. Ils ont découvert des messages un peu cryptiques qui laissaient penser que des mercenaires, on va utiliser le terme mercenaires, des assassins, tout ce que vous voulez, en fait, passaient par cette plateforme pour communiquer entre eux. Voilà, tout simplement. Ok. Et la découverte de cette zone dans laquelle les messages étaient échangés, c'était vraiment en fait dans le code source d'une page web absurde d'un site perso de l'époque, donc de mémoire mi-année 2000. Et voilà, donc déjà improbable comme découverte d'aller fouiller le code source d'un site comme ça et de découvrir quelque chose d'aussi bizarre. Voilà. Et voilà, je pense que ma vidéo pour les 100 000 abonnés, ce sera une grosse vidéo là-dessus, parce il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont fait des vidéos dessus, mais d'une manière, selon moi, en fait, assez incomplète. Il y a quelques éléments hyper importants qui n'ont pas été mentionnés, et surtout, en fait, il y a eu des développements, et je pense que la dernière vidéo à ce sujet en date déjà de 4-5 ans. Alors, pour la petite anecdote, moi, j'avais écrit la vidéo, vraiment, qui était déjà censée être une très grosse vidéo. Elle était quasiment terminée, j'avais quasiment terminé l'écriture. Et juste avant d'enregistrer, je vois que Feldup en sort une sur ce sujet, tu vois. Donc, je me dis, bon, on va, on va décaler la sortie de cette vidéo. Mais d'un côté, merci à lui de l'avoir sortie à ce moment-là, parce qu'en fait, ça m'a permis de creuser davantage et de trouver des nouvelles choses. Et puis surtout, voilà, quand les gens auront un peu oublié cette vidéo qui était très bien de sa part, du coup, je sortirai la mienne, voilà. Excellent. Alors c'est vrai que j'avais vu, je pense, la vidéo de Feldup à l'époque, et ça a été mon introduction à ce mystère-là. Mais effectivement, là, comme tu l'as résumé, je me souvenais plus que c'était aussi what the fuck, quoi. C'est-à-dire le code source d'un site random. Et il y a des, on va attendre justement que tu nous sortes la vidéo, voir ça. Et en tout cas, très 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 cool. Très cool. Le sujet en lui-même est bien perturbant. Mais c'est effectivement un sacré rabbit hole, quoi. C'est ça. Et juste par curiosité, qui c'est qui a partagé cette découverte-là ? Ça s'est passé sur quoi ? Sur Reddit aussi, ou ça devait être sur Reddit, il me semble. Lake City Quiet Peace, ça vient de 4chan, ouais. 4chan, ok. Ouais. Alors, je me demande quand même, dans ce genre de cas, est-ce qu'il n'y a pas toujours la suspicion, tu vois, c'est l'OP, entre guillemets, qui partage une sorte d'ARG ? Est-ce que pour toi, après je veux pas que tu nous dévoiles tout à l'avance, je vais rien spoiler, mais moi qui suis quand même très sceptique et qui est souvent comme tout le monde, très envie de croire à des choses parfois, j'essaie justement dans mon travail sur YouTube de rationaliser tout ça et de me dire, bon, effectivement, parfois c'est trop beau pour être vrai, donc il y a quelque chose derrière. Voilà. Et pour moi, les mystères qui sont vraiment fascinants, qui me fascinent le plus, c'est ceux où même quand tu passes un petit peu le tamis de l'esprit critique, etc., en fait, tu te rends compte que les probabilités pour que ce soit un ARG sont quasiment nulles, que ce soit une blague ou juste un truc... en fait, ça ne tient pas parce qu'en fait, il y a trop d'éléments qui peuvent laisser penser, selon moi, que tout ceci est réel et qu'effectivement, d'un côté, dans l'histoire, on va dire, des militaires, etc., on sait, des espions, quand on écoute un petit peu ou qu'on lit des histoires en lien avec tout ça, des histoires vraies, on se rend compte que parfois, ils échangeaient effectivement, ils mettaient des papiers dans des livres, dans une bibliothèque complètement random, et puis il y a quelqu'un qui y allait, il ouvrait la page il ouvrait le livre à telle page, et puis il y avait des informations confidentielles. Donc oui, en fait, c'est des choses qui existent. Voilà. Et ce qui est fascinant avec Lake City Quiet Peace, c'est que, à mon sens, il n'y a rien qui prouve que c'est fictionnel, en fait. Ok, écoute, c'est d'ailleurs le truc dont tu parlais, les agents secrets qui se laissaient des documents à certains endroits, ça a un nom, je sais plus comment ça s'appelle, un drop place ou peut-être quelque chose comme ça, si tu vois. Des dead drop, ouais. Dead drop, ouais.
Et ça me rappelle d'ailleurs une histoire qui était dans l'iceberg des posts Reddit les plus perturbants, où tu avais un gars, un OP, qui disait j'ai trouvé un film, donc c'était une pellicule quoi. Il avait trouvé une pellicule emballée dans un préservatif et coincée derrière la cuvette des WC de toilettes Ouais. publiques quoi. Et je me souviens de cette histoire-là, mais alors elle se termine de manière décevante, comme c'est souvent le cas sur Reddit. C'est-à-dire que l'OP dit qu'il va essayer d'aller développer, qu'il va donner un update, et puis au final, il poste plus jamais, et donc il y a aucune suite en fait à ce mystère-là. Ce qui fait aussi que d'ailleurs souvent les gens vont dire oui, mais tout ce qu'il y a sur Reddit c'est du mytho, etc. Alors que sincèrement non, c'est sûr et certain qu'il n'y a pas que du mytho, même si Non. il faut reconnaître qu'il y en a sans doute aussi une bonne part. Je suis Oui, il y a peut-être 95% de mythos. voilà, on va Mais nous, faut on trier s'intéresse le aux bon grain de 5% livret. restants, voilà, c'est ça. Exactement. Et puis après, il faut reconnaître que certaines histoires ont une valeur narrative, Ouais, tu vois. Les narrative, mecs ont bien sûr. fait leur truc. Carrément, Donc, carrément. ça peut être sympa aussi pour ça. Mais du coup, super intéressant. On va attendre ta vidéo en espérant qu'elle arrive le plus rapidement possible pour Alors ça, je le garantis vraiment fêter. pas. Mais, Pour fêter aussi les 100 000 abonnés sur ta chaîne. Donc, c'est vrai que c'est un beau projet, surtout si ça fait, tu disais, 7 ans que tu travailles, quoi. Bah oui, alors c'est pas quotidien, hein, évidemment, mais en tout cas, je jette un œil, je reste alerte là-dessus, et puis surtout, j'ai la chance, en fait, bon, pour faire très, 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 très simple, en gros, sur Reddit, parfois, quand il y a des sujets comme ça qui attirent beaucoup de personnes, parce que vraiment, ça devient absurde, en fait, il y a beaucoup de pollution par des gens qui s'y intéressent pas trop, qui viennent troller, etc. Et donc, ils créent des subreddits privés, voilà, où il y a un peu, on va dire, les gens sérieux, entre guillemets. Voilà, et du coup, j'ai la chance d'être dans un de ces subreddits depuis déjà un petit moment, alors qui est pas très actif, hein, on est d'accord, hein, voire même quasiment plus du tout, mais il y a quand même de temps en temps des éléments intéressants. Et voilà, c'est des informations que je pense que personne n'a. Et donc oui, je suis très hypé. Mais d'un côté, je suis aussi un peu dans l'état d'esprit où je me dis, on va peut-être encore attendre un peu parce qu'on sait jamais, va peut-être y avoir une résolution au dernier moment, ou un truc vraiment important. Donc, va falloir à un moment donné quand même se dire bon, j'y vais. C'est pas grave si c'est pas la vidéo la plus complète de la planète. Voilà. Au moins, ce sera la plus complète de YouTube. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Après, de toute façon, tu t'es fixé quand même le cap de la sortir au moment où tu passes les 100 000 abonnés. Donc, du coup, il y a une sorte de deadline. C'est cool. Ouais, alors je pense que parce que j'ai un calendrier là de vidéos à sortir et tout, donc je pense pas que j'espère que j'aurai 100 000 abonnés bien avant ça, mais normalement ça devrait être le cas, ouais. Parce que là, il y a au moins 4 ou 5 vidéos qui sont sur le feu, qui doivent sortir avant, mais en tout cas, ça sortira, je pense, en 2025, ouais. Excellent. Du coup, finalement, on a parlé de Key Lime Pie, de Ouais. Lake City, Quiet Pills. Et quels sont tes autres mystères numériques favoris, entre guillemets, ceux qui t'ont le plus marqué? Ouais, il y en a pas mal, hein, franchement. Après moi, je les hiérarchise aussi beaucoup en fonction de, on ne sait vraiment pas, on ne saura jamais, ou c'est peut-être une fiction. Tu vois ce que je veux dire? J'avais fait une vidéo sur, une campagne de spam, qui est vraiment un truc, mais 100 000 fois plus agressif, on va dire, que ce qu'a fait le Captain Cucci, qui tendait en fait à assurer la promotion de faux diplômes. Toute une industrie des faux diplômes, principalement pour les jeunes Chinois, parce qu'en fait, il se passe quelque chose. Il y a un phénomène, un décalage culturel assez fort. Donc, nous, c'est vrai que en Occident, c'est important de faire des études. Parfois, les parents, ils décident d'investir dans l'éducation de leurs enfants, etc. Donc, évidemment, c'est important de ne pas redoubler toutes ces années après le bac, etc., quoi. Enfin, voilà. En Chine, c'est bien évidemment bien plus important, et les étudiants moyens chinois, enfin, le mec de 20 ans qui fait ses études à l'étranger, je sais pas, on va dire à la fac de Bordeaux, par exemple, le mec qui va faire une année d'échange, il va pas avoir la même pression que le mec qui est sorti du bac, qui vient de Bordeaux et qui va s'inscrire à la fac, etc. Et donc, en fait, il y a tout un tas, il y a un vrai business des faux diplômes à présenter aux parents, etc., qui a commencé à émerger. Et sauf que, en fait, ça a été fait par une campagne de spam qui est mais vraiment dingue, quoi. Et dans ma vidéo, je montre certains sites sur lesquels il y a ça. Donc, c'est des sites, par exemple, je prenais l'exemple des amateurs de jeux de rôle de Rouen, de la ville de Rouen. Ça fait C'est très quand random, même, effectivement.
c'est vraiment random. Et s'il y en a là-dessus, c'est qu'il y en a partout ailleurs. Et en fait, en remontant un petit peu les choses, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait probablement un lien avec une des grandes mafias chinoises, hongkongaises, etc., hein, qui ont aussi des billes placées dans les jeux en ligne, enfin je veux dire les casinos en ligne, les trucs, on va dire, plus en lien avec. Alors, je sais pas si on peut utiliser tous les mots, mais parce que c'est quand même sur YouTube, mais ouais, les services, les faveurs charnelles octroyées contre de l'argent, toutes ces choses-là. Voilà. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez intéressant parce qu'on se fait vraiment aspirer. Ça part d'un post sur un forum random. On se dit, mais qu'est-ce que ça fait là? Et les posts, il n'y était pas une fois. Hein. Il pouvait y avoir, par exemple, les 6 dernières pages du forum où c'était que ça. Voilà. Et ça sur tout un tas de sites complètement random et dans tous les pays du monde, parce qu'évidemment, il y avait des expats chinois un peu partout. Et ouais, moi, c'est ça. Ouais, enfin voilà, c'est un des mystères qui m'a énormément plu aussi, ouais. Mais j'avais vu ta vidéo à l'époque sur ça. Et je m'étais d'ailleurs demandé, parce qu'il y avait pas mal de messages qui étaient en chinois, quoi. Du coup, c'était pas en français ou en anglais. Enfin bon, après, tu me diras, il y avait toujours déjà même DeepL ou d'autres services qui permettaient de traduire ça. Mais je m'étais dit, enfin, c'est peut-être bête comme réflexion, mais que du coup, bosser sur des textes en partie qui étaient, enfin, en partie ou en majorité d'ailleurs, qui étaient dans une langue étrangère, ça n'avait pas été un peu un défi aussi niveau logistique presque. C'est sûr. Après, effectivement, maintenant, bon, il y a des outils de traduction qui sont superbes, hein, voilà. Mais là, par exemple, la vidéo que j'enregistre demain, que j'ai fini d'écrire, ça se passe à Taïwan et en Corée. Et là, pour le coup, il y avait quasiment aucune info en anglais ou en français sur ces phénomènes-là. Alors, il y en avait, mais qui étaient très superficielles, on va dire. Et il a fallu que je lise des traductions d'articles, même des passages de livres, etc., en coréen. Et ouais, c'est quand même cool de faire clic droit, traduire en français et d'avoir le truc, quoi. Enfin, Ah oui, carrément, ouais. c'est assez magique. Sans ça, évidemment, il y a des sujets que tu ne peux pas aborder, hein. Surtout que l'Asie, c'est quand même un terroir à la folie humaine qui est, enfin, que moi qui me... La Chine, notamment, des pays comme Taïwan, alors, il se passe des trucs, mais de fou, quoi. Mais vraiment, des choses qui, moralement, je trouve que nous, en tant que Français, nous semblent complètement hors sol, quoi. De se dire qu'ils franchissent souvent des caps dans l'horreur que nous, on voit assez peu, en fait, en Occident, quoi. Bah écoute, ça me fait penser à la Hans Room, tu vois, le truc sur Telegram. C'est ça que la vidéo la prochaine vidéo va parler, voilà, c'est ça, des énièmes rooms, mais aussi d'un autre truc, voilà. Et ouais, parce que ça, c'était en Corée. Les énièmes rooms, c'est la Corée, ouais. Et là, mais à Taïwan, il y a une version des Hans Room là, qui sont, qui est mais 1000 fois pire, quoi. Et déjà, les énièmes rooms, c'était badant de dingue, vraiment. D'ailleurs, c'est très difficile d'écrire une vidéo pour YouTube là-dessus, parce qu'en fait, il y a tout un tas de sujets que tu peux pas aborder. En fait, tout simplement, tout ce qui est en lien avec c'est vrai. Le V, voilà, comme on dit sur tout YouTube, etc. Des V qui sont commandités, puis filmés et tout. Donc, ouais, c'est pas facile d'en parler, parce qu'il faut faire gaffe à ce qu'on dit aussi. Ouais, c'est très pénible. Il faut faire des périphrases, Ouais. utiliser des synonymes, C'est ce qui m'a des pris agressions. plus de temps dans l'écriture. Ouais, voilà. Et puis même les trucs liés au S, voilà, au fait de sauter sa propre vie. C'est chaud, parce que vraiment il aime pas, enfin l'algo il déteste ça, donc bon, quand bien même évidemment tu fasses de la prévention, que tu expliques, enfin que tu contextualises, et qu'en aucun moment tu incites qui que ce soit en fait à commettre Exactement. ce genre de truc. Mais c'est vrai que ouais, c'est un peu frustrant de devoir. Puis quand je vois ce bon vieux Yann de l'étrange voyage qui se fait secouer dans tous les sens. Je pensais à lui aussi. L'algorithme YouTube, ça fait mal, quoi. C'est vrai que c'est un truc que peut-être pas mal de gens qui sont sur YouTube, qui en tant que viewer ne réalisent pas forcément, c'est que ces mots tabous en fait, ça mène, alors non seulement
Mais c'est pas ça l'important en fait. Ça mène bon, à la démonétisation de la vidéo, mais en fait le problème derrière la démonétisation, c'est l'invisibilisation du contenu en fait. Ouais, C'est c'est ça ça. l'énorme problème où tu dis bah en fait tu fais une vidéo que YouTube va cacher, va simplement Alors, pas pousser en avant. oui Ouais. et non, mais pas en fait, par exemple, tu vois, pour le truc l'histoire coréenne, j'ai regardé un peu ce qui s'était fait, bien sûr, hein, en français et aux États-Unis. Aux États-Unis, t'as une vidéo qui, je pense, c'est bon, quelques millions de vues, hein, je sais pas exactement, un podcast où là, c'est vraiment, mais ils utilisent tous les mots interdits les uns après les autres, ils vont dans les détails sordides. Et je pense qu'eux ont pas été sanctionnés, quoi. Et pareil, il y a un Français aussi qui en avait parlé, sans trop mâcher ses mots, enfin, il faisait attention, mais il y avait quand même des mots qui pouvaient trigger l'algorithme et ouais, visiblement ça a fonctionné aussi, donc je sais pas s'il y a pas, un 2 poids 2 mesures ou si c'est pas une Si. accumulation, tu vois? Sur plein de vidéos, ils se disent: «Tiens, lui, ça fait, 10 vidéos qu'ils utilisent, le S-word ou le P-word ou ce qu'on veut». Ouais, je sais pas. C'est très mystérieux. C'est très mystérieux. C'est un mystère numérique presque Bah, en tant que complètement. tel, la manière dont fonctionne l'algorithme quoi, et la manière dont il sanctionne, parce que c'est ça le terme en fait, hein, dont l'algorithme va sanctionner certains contenus qu'il estime pas advertiser friendly. C'est vrai que ça peut être assez frustrant et comme tu l'as bien dit, ça peut représenter une bonne partie du travail d'écriture de faire des Ah ouais. circonvolutions pour ne pas dire les S, les P, les Bah, c'est deux ça. S words, hein, ouais. Et puis tu trahis aussi, Euh, tu trahis d'une certaine manière parce que tu vois là, moi par exemple, bah, pour cette prochaine vidéo, je vais pas pouvoir, tout dire. Pareil pour ma vidéo précédente sur, Smart Schoolboy 9, il y a des choses mhm. que je ne peux pas dire, tout simplement, même avec des périphrases parce que c'est trop, en fait, c'est trop hardcore et voilà et je veux pas prendre ce risque-là, quoi. C'est ça le problème. Ouais, les faits sont choquants en fait. Même si tu Bah, les c'est ça, expliques en mettant des pincettes, en prenant des pincettes, les faits eux-mêmes sont trop perturbants quoi. exactement. On n'a pas trop le choix, il faut composer avec ça, mais c'est vrai que ça peut être Oui, frustrant. c'est ça et Je- puis bon, c'est pas grave non plus, hein. C'est pas la fin du monde, Non, hein. bah non, non. Bah, après, on peut toujours trouver plus de liberté entre guillemets sur des plateformes où il y a aussi moins de visibilité forcément, mais Ouais, tu mais vois, le j'ai travail est pas sorti. rentabilisé, quoi. C'est Toi, ça, je c'est vois, ça, bah, c'est tu parles juste que. de la version, Odyssée non censurée et tout. Ouais, C'est, alors c'est même pas la version non censurée, c'est les histoires que de toute façon je pouvais pas raconter sur YouTube. Donc c'est une collection d'histoires d'horreur avec bah tous les mots interdits quoi, tu vois. ouais, ouais, Tu peux ouais, non, mais penser j'ai regardé la ouais. vidéo, ouais, c'est effectivement, là, ta chaîne est explosée en 1000 morceaux si tu Ah oui, publiais c'est ça ça, sur il faut YouTube. pas. Ouais, ouais. Bon, après, faut faire attention aussi. Tu créateur enfin, quand on est créateur de contenu, effectivement, faut garder à l'esprit que que tout le monde peut regarder une vidéo et il faut éviter d'implémenter du trauma en intraveineuse à des gens qui sont pas enfin, qui ont pas vraiment compris que ça restait quand même, d'une certaine manière, du divertissement Tout à fait. et qu'il y a une part des choses qui est nécessairement faite et que, bah, en tout cas pour, toi, moi, l'étrange voyage, Feldup, enfin, la liste est longue, hein, on va nous appeler, on va dire la niche, YouTube horreur francophone. Heu, il y en a qui font n'importe quoi, certains, mais l'immense majorité, c'est quand même, il y a quand même des précautions qui sont mises, avant, on enrobe vachement le truc et cetera donc Bah, disons qu'on a une certaine responsabilité, donc il faut le faire bah, je pense, ouais. de manière responsable. Et je pense finalement que c'est ça aussi le deal avec YouTube, quoi. C'est que si on le fait en se pliant aux règles de la communauté, eh ben on peut parler quand même de sujets graves, sombres, perturbants, horrifiques, quoi. Et YouTube le tolère quand même parce que c'est quand même une niche où il y a C'est pas mal ça. de créateurs. Et puis après, ce serait quand même triste de pas, enfin voilà, qu'on soit obligé de limiter YouTube aux vidéos de chats et puis aux vlogs voyage quoi. Ah bah, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bah, de toute façon, après, l'algorithme, il met en avant, ces choses-là. Mais, d'un côté, il y a quand même de l'espoir dans tout ça, notamment, bah, en la personne de Feldup qui a quand même montré qu'on pouvait, se retrouver «en tendance» entre guillemets, en traitant des sujets, enfin voilà, très sombres, on va dire, quoi, tu vois? Donc c'est pas non plus impossible et faut pas se plaindre outre mesure parce qu'on n'est pas si blacklisté que ça non plus, quoi, tu Non, vois? non, non, c'est clair.
Il y a de, il y a de l'espoir pour la niche justement horreur sur YouTube. C'est ça, exactement. Je vais revenir un petit peu au sujet plus général des mystères numériques, en posant une question qui est pas forcément évidente, mais finalement c'est quoi un mystère numérique? Comment ça survient? D'où ça surgit? Et qu'est-ce qui fait que ça prend en fait? Si tu as des théories, des hypothèses là-dessus que tu aimerais partager. Ouais, bah, en fait, un mystère numérique, c'est tout simplement, un fait étrange, qui survient sur internet. Bon, pour le côté mystère, de toute façon, je pense qu'on est des êtres humains et que c'est quelque chose qui nous fascine, qui peut nous obséder parce qu'encore une fois, on a besoin de réponses, de comprendre, en fait, le monde dans lequel on vit et puis internet, bah, c'est une plateforme qui réunit, maintenant, enfin, en tout cas depuis je pense une bonne décennie, l'entièreté de l'humanité. Donc, en réalité, déjà à l'époque, on va dire, dans le monde non connecté, il y avait déjà des légendes urbaines, des faits un peu mystérieux, des rumeurs, ces choses-là. Sauf que là, internet, ça a complètement mis, les légendes urbaines ou les mythes, en gros, la mythologie à un autre rang. C'est-à-dire que, on peut s'entre-nourrir entre différentes cultures de tout un tas d'éléments qui sont mystérieux et puis, on n'est plus, enfermé, on va dire, dans une zone géographique restreinte. Par exemple, bah, pour, le Key Lime le mystère des Key Lime dont on parlait tout à l'heure, ben, sans internet, on n'aurait jamais eu vent de ça. Déjà parce que c'est trop loin de chez nous, il y aurait pu très bien y avoir un mec, qui, traîne, dans notre rue et qui justement vante les mérites, de pain au chocolat d'une boulangerie, qui a fermé il y a 15 ans, voilà. Mais c'est moins sensationnel et ça aurait attiré beaucoup moins d'attention. Donc souvent, ce sont des faits qui sont quand même assez anodins, mais qui restent inexplicables et qui restent inexplicables en dépit de la collaboration de, plusieurs «enquêteurs numériques» entre guillemets, quoi. Pour moi, c'est vraiment ça, ce qui fait l'essence d'un bon mystère, numérique. Bah écoute, très, très intéressante réponse. Je partage complètement ton point de vue, notamment sur le fait que bah, c'est le Internet qui sert d'amplificateur en fait à quelque chose qui pourrait être à la base juste localisé. C'est vrai que tu disais le gars qui vante les petits pains de sa boulangerie, s'il se mettait à taguer un peu partout sur les murs ou à poster des affiches, ce serait encore plus bizarre. Bah ouais. Voilà, ça resterait ultra, ultra localisé. Et là, Internet est là pour venir démultiplier l'impact de ces mystères-là. Bah ouais, bien sûr. Et ça m'amène finalement à une autre question. Aujourd'hui, quels sont les mystères numériques non résolus? Est-ce que tu as des exemples en fait je suis sûr, tu en as déjà donné des exemples en vérité, mais est-ce que tu as d'autres exemples que tu aimerais présenter, dont tu aimerais discuter un petit peu? Bah, ouais, alors évidemment, on en a déjà, abordé quelques-uns, tout à l'heure. Bah, moi, Cicada, hein, Cicada 3301, il y a pas de résolution formelle à ça. Encore, personne ne sait vraiment, d'où vient ce mystère. Alors pour, rappeler de manière très, 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 résumée parce que c'est vraiment, un sujet qui est très vaste, voilà, il y a pas mal de vidéos. Moi, j'en avais fait une Oui, tu en avais notamment, fait une, ouais. dessus, assez longue. Ben, tout simplement, en gros, c'est des énigmes qui ont été postées sur internet et puis, des énigmes, assez complexes, enfin avec un niveau, de complexité, vraiment croissant et au final, on ne sait toujours pas à l'heure actuelle, qui, est à quelle organisation ou quel est le but de cette organisation qui a émis justement ces énigmes qui en réalité étaient un processus de recrutement, voilà. Alors il y a des gens qui ont réussi à aller au bout, du processus et cetera, qui sont rentrés en contact avec les organisateurs d'une certaine manière, mais même là, on ne sait pas exactement qui c'est, premièrement et en plus, quel est le but? Alors il y a un but qui est avancé, qui est, on va dire, quelque chose d'assez militant, lié, à la liberté, à l'anonymat sur internet et cetera. Mais, c'est pas clair, on ne sait pas qui est derrière tout ça et pourtant je pense que Cicada 3301, c'est indéniablement le sujet, enfin le mystère d'internet, sur lequel les gens ont le plus investigué, je pense, vraiment de très loin. Bah, celui-ci donc du coup, bah, comme c'est celui qui a été le plus «médiatisé» entre guillemets et qui est toujours qui est toujours, complètement irrésolu, je pense qu'il est pas mal. Il est vraiment pas mal.
Ouais, ça fait un super exemple. Effectivement, c'est un des plus connus et un des plus mystérieux parce que une des hypothèses, voilà, c'est que c'est une sorte d'agence de renseignement, enfin les services secrets ou peut-être quelque chose dans le style. Hein. Si je dis pas de bêtises, ça ressemble quand même Bah, à ça. pour moi, ce serait pas un truc gouvernemental, ce serait plus un truc, de cybermilitants, de haut niveau, tu vois? Genre on va utiliser le mot hacker, des hackers qui soient éthiques ou non, hein, mais de très, très haut niveau, qui voulaient créer une sorte de think tank, de groupe de réflexion avec vraiment que des gens, très, très doués, on va dire, dans les domaines, du chiffrement des données et cetera. Moi, je pense que c'est plus ça, mais après, effectivement, officiellement, on sait pas, quoi. Il y a pas d'explication officielle. Effectivement, oui, c'est vrai que de toute façon, tu as beaucoup plus étudié le sujet que moi, mais c'est vrai que oui, cette société, une sorte d'organisation secrète internationale, parce qu'il me semble que c'était dans plusieurs pays en plus, qu'il y a eu. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, une chose est certaine avec Cicada 3301, c'est qu'effectivement, à un moment donné, ils ont, une des énigmes, nécessitait de se rendre à des coordonnées, géographiques précises et effectivement, à peu près, on va dire, aux 4 coins de la planète, hein, enfin, en tout cas, sur à peu près tous les continents, il y a eu, des gens qui, se sont synchronisés pour aller, coller les affiches en question. Heu, donc ça prouve que c'est pas simplement un mec qui est tout seul dans sa chambre qui essaye de faire, voilà, après évidemment, il y a toujours quelqu'un qui peut demander à des potes, expatriés à droite à gauche de faire ça. Mais objectivement, moi, par exemple, je sais que si je demandais à toutes mes connaissances, d'aller faire un truc comme ça, je pense qu'on m'enverrait bouler, Et puis ça risquerait de fuiter entre guillemets quoi. ouais, c'est Quelqu'un qui ça. va dire ah, tiens, je connais en fait celui qui est derrière voilà Exactement. ce mystère. Parce que ce qui est aussi surprenant, c'est que alors même s'il y en a qui sont rentrés, qui ont réussi à déchiffrer, à résoudre en fait ces énigmes, ben c'est qu'au final il n'y a jamais eu le fin mot de l'histoire. Il y a personne qui a dit bah en fait c'était ce truc là ou ce truc là. Exactement. Excellent exemple effectivement de mystère numérique non résolu. Et quels sont d'autres exemples de mystères résolus pour le coup après 10-15 ans finalement on a obtenu une solution, je pense. Alors c'est pas vraiment un mystère numérique mais c'est plus des lost media. Là il y a eu une vague en fait de lost media qui ont été retrouvés. The Most Mysterious Song on the Internet. Il y avait eu aussi celle d'avant je sais plus, mais qui a été retrouvée dans un film pour adultes. Ouais. Tu vois laquelle je parle, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Il y a Ouais, en aussi fait, sur de. du truc sur alors il y avait la musique effectivement, du film pour adultes et puis il y a aussi, alors ça c'est très niche, mais, dans Bernard et Bianca, il y avait une frame qui, montrait justement à un moment donné, heu, Exact, oui, oui, voilà et là et ça a été c'est pareil, ça a été du découvert, contenu pour adultes. ouais, une photo de charme, on va dire, Voilà, ouais. Et du coup, alors je savais pas que ça avait été résolu ça. Aux dernières nouvelles, moi j'avais entendu que c'était toujours, on savait pas trop, mais ce serait peut-être un animateur, mais c'était pas sûr. Donc du coup, ça a vraiment été résolu pour le coup. On sait ben, qui en est fait, derrière ce. non, on sait pas qui est derrière, mais déjà, tu vois, trouver, l'origine, la source d'origine de l'image, c'était quelque chose. Après, ouais, c'est forcément, bah, le mec qui a animé, la séquence, hein. Je veux dire, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Il y a pas quelqu'un qui, à Disney, à un moment donné, va s'introduire dans les bureaux juste pour mettre, sur une frame un truc que personne ne va jamais remarquer, c'est forcément, enfin, il y a eu pas mal de cas comme ça, en fait, dans l'histoire du montage, au cinéma, de manière large, où en fait, c'était des gens qui, allaient se faire virer ou voilà, qui voulaient jeter une petite dernière, crotte de nez sur leur employeur, c'est plus ça, quoi. Oui, là, c'est peut-être effectivement un employé mécontent ou sur Ouais, le je point pense. effectivement de quitter le Disney qui a décidé de mettre ça. Ce serait que pour le coup, c'est pas très responsable. Même si il me semble que justement cette frame là a été découverte, longtemps après qu'elle ait été placée là, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, bah, ouais, ouais, c'est ça. Bah, ça nécessitait, en fait, de faire une pause au bon moment, quoi, sur la frame en question donc bon après, il y a des gens qui adorent, les Disney, hein, donc j'imagine que bon, forcément des gars qui se sont amusés à tout Regardez au décrypter, ralenti. mais voilà, qui adorent Bernard et Bianca au point de vouloir se le regarder en vitesse 0,25 quoi, mais bon après chacun son truc. Possible, ouais, ouais. Et ben du coup, on parle de cinéma et ça fait une bonne transition pour aller vers la rubrique de fin où je vais te poser trois petites questions en fait sur ta consommation culturelle actuelle.
Donc, la première, quel est le dernier film qui t'a mis une claque? Le dernier film qui m'a mis une claque, bah, alors vraiment, je vais être, le plus, chronologiquement parlant, je vais vraiment être très précis. Le dernier film où je me suis dit: «Waouh, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi bien», alors là, je vais certainement, surprendre beaucoup de personnes, mais c'est, Flow, F-L-O-W, un film d'animation sur un chat, voilà, qui est sorti, bah, très récemment, en tout cas en France. Ok. Alors je suis désolé, c'est pas du tout horrifique, mais c'est un film d'animation évidemment muet qui a en fait, qui aborde un angle que j'avais jamais trop vu, c'est la fin du monde, mais sous le regard d'un animal domestique. Voilà, et j'ai trouvé ça vraiment trop, trop bien. Je l'ai vu il y a pas très longtemps, du coup au ciné, et je m'attendais à rien, mais je m'attendais à rien du tout, du tout, et je suis sorti de là-bas en me disant: «Mais j'ai pris une claque visuelle, une claque narrative, très impressionnante», et bah, j'espère que le mec, alors je crois qu'il est, je vais pas dire de bêtises, hein, letton, je crois qu'il vient de Lettonie, le réal, et vraiment je lui souhaite, de continuer à sortir des trucs comme ça et que ça cartonne, que la suite cartonne autant que ça. Parce que ouais, j'ai trouvé ça très rafraîchissant et assez brillant, en fait. Ok, bah écoute, j'en avais pas entendu parler. Du coup, ça me donne un truc alors, à trouver ou à aller voir au cinéma si s'il passe dans le coin. Ouais, Mais mais après, de toute façon, ouais, le dernier film qui t'a mis une claque, c'est pas forcément voilà, c'est horrifique ou ça. quoi que ce soit, hein. Mais alors, je vais quand même jouer un peu le jeu, du truc. J'ai vu, Skinamarink, je Mhm. sais pas si tu vois? Tout à C'est fait, ouais, je vois. un Voilà, bon, c'est en gros un youtubeur qui a fait son premier long métrage, donc je crois qu'il est canadien et que c'est sorti en 2022, si je dis pas de bêtises. C'est Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film avec si peu de budget et avec de si bonnes idées. Enfin, voilà. Même si j'ai trouvé que le film était un peu long, je peux comprendre qu'on trouve ça complètement nul. Objectivement, on n'est pas sur, quelque chose qui se rapprocherait d'un chef-d'œuvre, mais je me suis vraiment dit, «Ouais, il y a vraiment des bonnes idées. Le mec, il a fait un très, très bon travail visuellement», et je pense que ça a coûté rien du tout, quoi. Enfin, c'est vraiment fait c'est du homemade, quasiment total, ouais. 15 000 $ de budget, Ah oui, effectivement, ouais. et il a rapporté 1,5 million. Enfin bon, bref, en tout cas 15 000 $ de budget, c'est rien, C'est que dalle, c'est hein, ouais. que dalle. C'est vraiment, c'est quasiment, 0 budget, quoi, en gros, à l'échelle d'un long métrage, donc voilà, ouais, Complètement. je dirais ça. Écoute, je l'ai pas vu en entier, pour tout dire. Ouais, je J'avais comprends, commencé à regarder je comprends. et en fait, je me suis demandé, mais c'est quoi exactement? Et j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas du tout de dialogue, et je pense que c'est le cas. Enfin, il y a peut-être des dialogues, mais enfin, il n'y a pas de. C'est pas du tout filmé comme un film traditionnel, quoi. On va dire ça comme ça. C'est plus une Ouais, non, expérience ouais, c'est ça, c'est ça. sensorielle qu'autre chose. Mais du coup, il faudrait que je lui redonne une chance à ce film-là. J'avais entendu des critiques qui disaient grosso modo c'est pourri, et d'autres qui disaient c'est un peu comme tu l'as défendu là, que c'était quelque chose de super original avec plein d'idées et que ça valait le coup, et c'était même assez flippant, quoi. Ouais, 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 Donc pour le c'était coup, réussi. Donc ouais. il faudrait que je me le regarde dans les bonnes conditions. Et j'étais pas non plus dans les bonnes conditions pour voir quelque chose comme ça. Tu vois, une après-midi Ouais, je sur la comprends. télé. Bon, Ouais, c'était ouais, bien peut-être pas sûr. le truc pour se mettre dans l'ambiance de fou, quoi. Mais en tout cas, écoute, merci hein, pour ces deux films. Et je note bien le flow. Ça m'intéresse pas mal, ça. Bah, Euh, franchement, pour moi, c'est le film ultime, tu vois? Pas pour enfants, parce que tu vois, c'est comme, Miyazaki, c'est pas vraiment pour enfants. Enfin, les adultes, ils trouvent largement leur compte et tout. Mais vraiment, je t'invite à regarder ça. Ça a été fait sur, Blender, je crois, aussi, et ok. c'est vraiment très, très bien. Si tu aimes un peu, l'esthétique, tu sais, monde, disparu, monde englouti, fin du monde, mais un Oui. peu, enfin, naturel, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'était hyper bien fait, quoi, et tout ça sous l'angle d'un petit chat, qui se balade, enfin qui essaye enfin, en gros, ouais, enfin Survivre. ouais, qui essaie tout simplement de survivre avec son instinct de chat, quoi, donc voilà.
Excellent. Et du coup, il y a pas de, tu disais, c'est un film muet, enfin, où en tout cas, il n'y a pas de dialogue direct, je suppose, avec le chat ne parle pas, évidemment, vu que c'est censé être Non, je crois réaliste. même pas qu'il y ait une seule ligne de dialogue. Je crois qu'il y a aucun bah, je vais évidemment pas spoil quoi que ce soit, mais non, je crois pas qu'il y ait le moindre il y a des miaulements, il y a des Ok. bruits d'animaux et tout, mais il y a pas de Écoute, j'irai voir ça, franchement. ouais, franchement, je Et t'invite, à le faire. en parlant de, alors j'en profite pour le placer parce que j'ai pour le coup beaucoup apprécié et c'est réalisé par une Française, Coralie Farja. Est-ce que tu as vu The Substance, qui a Ouais, fait j'ai vu The beaucoup parler de Substance, lui? ouais. Ouais, ouais. Alors est-ce que tu as apprécié le film? Bah, globalement, ouais. Enfin, franchement, oui, j'étais content d'être allé le voir, donc ce qui est quand même un super, un super indice, tu vois, Oui, exactement. de comment j'ai pu trouver, cette œuvre-là. Mais, je m'attendais vraiment à rien. J'étais parti du principe que ça allait être très pourri et que ça allait être du sous Cronenberg, voilà, vraiment, j'étais sûr que ça allait être ça. Au final, alors encore une fois, toi tu l'as vu aussi, ouais? Je l'ai vu, ouais, au cinéma et ouais, enfin évidemment au cinéma parce qu'il est sorti il y a pas longtemps, mais ouais, j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé. Ouais, moi aussi j'ai beaucoup aimé, j'ai surtout adoré encore une fois sans rien dévoiler, le final, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que Oui, vraiment à un moment donné, il y a le film qui se dit, «On va il assumer y à va 100 on assume à exactement, 100 à fond. on y va à fond» et j'ai trouvé que le final, qui à mon avis peut être quand même très clivant, était, assez génial et ça faisait plaisir d'avoir ça à la fin, quoi. J'ai trouvé ça pas, enfin je partage ton avis, je trouvais ça très alors réjouissant, c'est peut-être pas le bon terme, mais effectivement, ils y vont à fond Ouais, et ça fait plaisir à voir. Mais tu as raison, c'est vrai que c'est clivant, effectivement, il y en a d'autres qui ont pas du tout aimé la fin, hein, visiblement. ce que je comprends très bien. Elle est assez critiquée aussi. Bon, bah écoute, ça fait des bonnes recommandations cinéma. La deuxième question, c'est quelle est ta série du moment ou ton livre de chevet? Ou tu peux parler des deux aussi si tu en as deux en ce moment, ou aucune si jamais tu n'en as pas, mais voilà. Ouais, bah, alors pour le livre de chevet, pour te dire ce que je suis en train de lire pardon en ce moment, bon c'est pas c'est un livre, de Malaparte, de Curzio Malaparte, donc un Italien, voilà, un livre qui s'appelle La peau, sur, grosso modo, l'entre-deux-guerres, en Italie, voilà et du D'accord. coup c'est très bien écrit et ça dépeint assez bien je trouve, le côté, poisseux de la ville, de Naples, enfin toute cette espèce de société italienne, complètement corrompue, qui sait pas trop à qui s'allier. Enfin voilà, ouais, ça je trouve ça assez intéressant, tu vois? Une fois que tous les soldats de la Première Guerre mondiale, sont morts, voilà ceux qui allaient empiler pour, la 2e, tu vois? Genre l'état Mhm. d'esprit et tout. Bon, c'est un truc un peu sombre, hein, évidemment, c'est très cynique et ça donne pas forcément envie d'aimer l'humanité totalement, mais ouais, ouais, c'est un livre que je prends plaisir à lire en ce moment et pour la Ok. série, alors tu vas être, je pense, un peu content parce que j'ai cru comprendre que toi aussi c'est une série qui t'avait plu, que je suis en train de découvrir parce que moi je fonctionne un peu comme ça, tu vois? Quand il y a quelque chose qui a l'air bien ou qui potentiellement peut me plaire, j'ai tendance à me le réserver, tu vois? Pour un moment un peu spécial et des fois ça traîne ou j'attends que la série soit terminée pour pas avoir à Mhm. attendre, 8 mois, tu vois? Et ben c'est Severance. Severance. Severance, ah, qui est sur l'Apple TV, il me semble, hein. Exactement, ouais. Ouais, 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 ouais. Voilà, bah, de la science-fiction, exactement tout ce que j'aime. Enfin, ouais, dès que j'avais vu le premier épisode quand c'était sorti, je me suis dit: «Ouh là, ça c'est beaucoup trop cool, on va attendre que tout sorte d'un coup» et là, je suis en train de me le faire, et je trouve ça exceptionnel. T'es en mode un peu binge watching, quoi. Non, parce que j'évite de binge watcher, j'ai arrêté de faire ça depuis longtemps. Maintenant, je regarde plus beaucoup de trucs en vrai, enfin, parce que j'ai plus le temps, mais en tout cas, je la savoure. Je la savoure, je la déguste comme un fin Un grand gourmet parce cru. qu'à mon avis, c'est ça qu'il faut, c'est comme ça que ça se consomme. Est-ce que tu peux résumer vite fait le pitch de Severance? C'est une tâche Ouais, assez compliquée, mais ouais, bah, c'est tellement barré que ouais. alors je suis en train de voir, la série et donc j'ai pas encore tout vu, mais pour faire très simple, de ce que j'ai compris en tout cas,
Donc dans un futur, proche, il y a une société, une multinationale, qui est un peu en lien avec, tout ce qui est les nouvelles technologies, mais aussi le pharmaceutique, enfin qui a l'air de faire beaucoup, beaucoup de choses très différentes. Une sorte de Alphabet, enfin en gros, une sorte de Google, Google ouais. plus, quoi. Et en fait, ils permettent à leurs employés de se dissocier. Donc c'est-à-dire que, comme le fait de travailler, dans nos sociétés, modernes, occidentales, c'est de plus en plus, perçu comme un fardeau, quelque chose qui nous fait passer à côté de notre existence. On n'a plus beaucoup de temps libre et cetera. En fait, eux, ils proposent de complètement, dissocier, en fait. C'est-à-dire que, l'employé va avoir une personnalité en dehors du travail et une personnalité au travail, et ces 2 personnalités-là ne vont jamais coexister. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun souvenir, ils ne savent pas qu'en fait, ce que fait, l'un et ce que fait l'autre. Voilà. Mmh. Donc en Ah, tu gros, l'as on bien va dire que c'est résumé. ça. Ouais, c'est difficile de le résumer sans trop en dire, mais en gros, voilà, et c'est une enquête, de 2 personnages qui ne sont en fait qu'un seul et même, être humain, pour essayer de savoir ce qui se passe dans cette entreprise. Voilà, grosso modo, hein. J'ai vu la saison 1, hein, mais ça remonte déjà, je dirais, à 2 ans, 2-3 ans peut-être, Ouais, c'est ça. 2 ans, je dirais. Est-ce qu'ils ont sorti la saison 2 déjà? Ou ils sont en train? Je crois pas. Je crois pas que la saison Ah, 2 soit sortie encore, mais je pense que ça avait dû bien marcher. Alors je sais pas si, elle a été s'ils renouvelée, il me les ont. semble, hein. Ouais, Ouais, enfin, en je tout cas, pense que ça a dû être renouvelé parce que ça a tellement cartonné qu'il y a pas de raison. Le casting est vraiment impressionnant, je trouve, pour une série. Il y a des légendes. C'est que des légendes qui s'enchaînent les oui, unes après les autres, et ça fait trop plaisir, quoi. C'est bien Christopher Walken écrit. notamment, hein, Christopher Walken, enfin, qui est c'est excellent aussi vraiment dans le un rôle. bonheur, de le voir, ce mec. Adam Scott qui pour moi est un des meilleurs de sa génération, voilà. Il y a John Turturro aussi, quand même Mmh. quand même aussi bien plaisir, et il est très bon dedans. Patricia C'est clair. Arquette, il me semble aussi, Oui. non, c'est très fort. Je trouvais que c'est vraiment très qualitatif, en tout cas, vraiment été bien fait, Alors, quoi. on va pouvoir se réjouir. Bon, après, je suis d'accord avec toi. Des fois, c'est plus agréable d'attendre que la série soit finie ou la saison soit finie pour pouvoir te regarder les épisodes. J'ai tendance à faire un petit peu la même chose. Mais en tout cas, là, il y a 2 premiers épisodes de la saison 2 qui seront OK. disponibles le 17 janvier. Donc, Ah, c'est bien ça. C'est ça chouette. arrive très bientôt. Excellent. Et jusqu'au 21 mars. Si tu as envie d'attendre jusqu'à ce que tout soit OK. publié, ce sera jusqu'au 21 mars. Mais du coup, ouais, j'avoue que ça fait un bail que j'attends la suite. Là, comme je disais, la saison 1 était sortie, bon, je pense que c'est 2022, hein, quelque chose comme ça. Donc ça fait quand même 3 ans d'attente. 3 ans d'attente pour la saison 2. Mais en même temps, Ouais, parfois c'est comme ça, hein. Il y a des trucs super, mais il y a des délais de production qui sont énormes. C'est tellement un milieu qui est chaotique, et surtout avec des gros acteurs comme ça, faut gérer leur dispo. Enfin, c'est des agendas durs, je pense, à mettre en place aussi. d'ailleurs, petite question qu'on pourra couper si jamais tu veux pas en parler, mais tu avais parlé avec Yann justement de scénario. Tu en avais parlé un petit peu aussi. Est-ce que tu travailles sur quelque chose de particulier en ce moment à ce niveau-là? Oui, alors effectivement, à côté de YouTube, j'ai d'autres activités, notamment celle, de d'écrire, voilà, des scénarios. Ouais, je travaille, évidemment sur des choses, de ce point de vue-là. Après, encore une fois, hein, c'est un domaine où, enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais oui, c'est compliqué, en fait. C'est assez simple de se voir, acheter un scénario, mais les pourcentages de chances que ça sorte un jour sont beaucoup plus, restreints, en fait, hein, à cause de tout un tas de couacs, d'absence, de professionnalisme, de vision, des cahiers des charges, des agendas, enfin voilà, bref, c'est un peu compliqué, mais ouais, je travaille sur des choses, et surtout, ouais, je travaille sur une fiction qui, de toute façon, elle, verra le jour, ça c'est sûr à 100. Oui, c'est pour ça que je disais que si jamais tu veux, on peut couper. Mais est-ce que alors de manière très générale, c'est dans quel genre quelque chose, c'est dans tu vois, on parlait de SF avant, dans l'horreur. Enfin voilà, si tu veux parler juste du genre. Là, en l'occurrence, ouais, pour ce qui est pour le projet là, qui, je l'espère de tout cœur, de toute façon, trouvera à un moment donné un canal de diffusion.
On va dire que c'est de la science-fiction horrifique, je pense. Ouais. Cool. Ouais, bah, excellent genre. Ouais. Perso, c'est un genre que j'aime beaucoup, quoi. Bah, moi aussi, ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que tu disais qu'il y a un pourcentage, en fait, entre les scénarios qui sont achetés ou acquis, et puis le tournage, en fait, des films ou des fictions elles-mêmes. Tu dirais qu'il y a quoi, en fait, comme pourcentage de choses qui se font ou qui se font pas? Alors, je peux pas te donner de chiffres, mais c'est très, très peu. Mais tu vois, par exemple, on prend un exemple, bon, qui a rien à voir, avec moi. T'écris une, on va dire une, comédie policière, OK? T'écris une comédie policière, tu vends le scénario, les gens te disent: «Voilà, écoute, c'est cool, on va faire ça, on est prêt pour, financer, réaliser le truc et tout». Si jamais il y a, par exemple en France, Canal+ qui prévoit déjà de sortir 2 comédies policières, Netflix qui va en sortir, une française, 2 autres européennes, une autre américaine, pareil pour Amazon et cetera. Bah, en fait, du coup, ils vont pas s'amuser tous à sortir des comédies policières, tu vois? Donc c'est souvent comme ça que ça se fait et comme, bah, en fait, les boîtes de prod reçoivent des quantités impressionnantes, hein, de scénarios, finalement, ils décident, de mettre un peu d'argent dans l'écriture de certaines, ils en achètent quelques-uns, mais après ils vont pas au bout, en fait, du délire de production ou parfois c'est stoppé avant. Voilà, enfin c'est le monde, classique, on va dire, de la production audiovisuelle, c'est comme ça que ça Ok. marche. Voilà. Alors après évidemment, si tu es, je sais pas, James Cameron et que tu arrives et tu dis: «Tiens, j'ai un scénar, qui va marcher», évidemment que tu es pas la même enseigne que, le random, que je suis, quoi, tu vois? Donc c'est évidemment plus logique. Pareil, si jamais tu écris quelque chose et qu'il y a, je sais pas, je prends un exemple, mais Jean Dujardin qui dit, «Ouais, moi, je jouerai le premier rôle» ou je sais pas quoi, évidemment que ça va pousser, enfin, tu vois? C'est comme ça que ça marche aussi. Ça aide. Ouais, voilà. Sans doute. Mais c'est vrai qu'il y a des scripts. En tout cas, il y a même des romans dont les droits ont été acquis, mais genre il y a des décennies et qui sont toujours en la possession. Enfin voilà, c'est genre je sais pas, Mais bien sûr. Universal par exemple qui a les droits du truc. Donc du coup, d'autres boîtes de production pourraient être intéressées, mais peuvent pas le tourner. Et je pense en fait, quand je dis ça, je pense à un roman en particulier que perso j'adore, La Maison des qui Feuilles. s'appelle. Alors c'est Ouais. pas La Maison des Feuilles. Je savais pas d'ailleurs C'est le cas aussi, si ouais. elle a été achetée, mais ah oui, c'est le cas pour elle. Bah tu vois. Enfin, Et ouais, pourtant, je c'est vrai pense que ça pas. pourrait faire un truc de fou, quoi. Mais je crois que c'est l'auteur en question, enfin l'auteur du livre, qui, lui veut réaliser, en fait et du coup ça pose problème, vraisemblablement à ce niveau-là. Enfin, en gros, il veut pas lâcher le truc, quoi. Mais bon, après il a le Ok. temps, hein, de toute façon, il est pas si vieux que ça. Un jour, c'est tellement énorme, La Maison des Feuilles. Enfin, il y a moyen de faire vraiment un chef-d'œuvre cinématographique, enfin chef-d'œuvre, on se comprend, mais au moins un truc très intéressant, que ça sortira immanquablement, voilà. Mais ouais, toi, En du tout coup, cas, tu penses à j'espère, quoi? ce serait cool. Celui auquel je pensais, c'est Replay de Ken Grimwood, il me semble que c'est ça. Je OK. vérifie, ouais, c'est ça. Et en fait, Replay, c'est le pitch est assez simple, mais c'est un gars qui revit sa vie en fait, qui se retrouve dans une sorte de une boucle temporelle en fait, et qui revit sa vie. Et enfin voilà, après je vais pas spoiler le truc, mais c'est excellent. Franchement, c'est un des meilleurs romans dans le genre, en tout cas SF fantastique, parce que c'est pas vraiment de la SF, c'est plus du fantastique, qui est vraiment excellent. Il est sorti dans les années 80. Le scénario a été acheté assez rapidement et depuis ils sont dans les limbes en fait, quoi. Le truc se fait pas, alors que franchement ça ferait un film. Il y aurait moyen en tout cas que ça fasse un film excellent, quoi. Je viens Pour de le lire coup, voilà. le pitch et effectivement, ouais, c'est c'est vraiment très prometteur, ouais. Si tu l'as pas lu en tout cas, Ouais, franchement ça ferait un je super recommande film, à c'est fond. sûr. Alors par contre, là, je vois des trucs sur Europe 1, pardon, Ouais, vas-y. Céline Dion, qui parle de Ripley de Ken Grimwood. Qui c'est? Qui ça? Céline Dion. Alors Elion, je sais même pas. Céline Dion, pardon. Ah, Céline Céline Dion, Dion, ok. la célèbre chanteuse québécoise. Voilà. Ouais, elle a adoré Bah, je sais pas, le tu as des roman elle vidéos aussi. d'elle en larmes sur Europe 1 qui parlent de ça, donc bon, Excellent. rien à voir, mais c'est juste que ça pop, dans mes yeux. Excellent. Bah écoute, on va arriver bientôt hein, à la fin du podcast. Et la toute dernière question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu as une chaîne YouTube, j'ai dit en chaîne YouTube pépite, qui gagne à être connue, ou au contraire qui peut être une chaîne bien établie, mais que tu aimerais bien recommander en fait? Ouais, ouais, carrément,
Carrément. Bon, je vais ne citer là que des chaînes de gens que je ne connais pas. Voilà, hein, je ne veux pas Oui. qu'on m'accuse pas de favoritisme ou quoi que ce soit. Donc des gens vraiment que je connais pas. Ouais, bah on va. Je devrais l'inclure dans la question aussi, comme ça ne. Ouais, voilà. Parce que bon, tu vois, sinon, il y a des gens que j'apprécie humainement parlant. Voilà, toi, L'étrange voyage, Sahil Artichaut, bon, évidemment que je vous invite à regarder ces chaînes-là. Mais du coup, pour peut-être donner un peu de force, on va dire, à des gens de notre niche, parce que c'est un peu ça, quoi. On est une niche, le YouTube Horreur FR. Voilà, bah moi, il y a un petit créateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Feldup. Je sais pas si... Non, je plaisante. Non, en gros, il y en a quelques-uns qui ont un peu émergé un peu après nous, je pense. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais alors, il y a Luca Social, qui est une chaîne qui est très qualitative. Donc, pareil, ça parle un peu de sujets comme nous, on peut parfois aborder. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Le montage est top, etc. C'est bien structuré. Ok, Voilà, donc je connaissais pas. À aller voir Luca Social. Voilà. Je vais aller voir aussi. Il y a également Toto le Bigorneau. Toto le Bigorneau, alors voilà, qui a une chaîne, qui a un nom de chaîne qui laisse absolument pas présager du ton de ce qu'il fait. Mais c'est très qualitatif. Il parle de plein de trucs différents. J'aime bien son style, j'aime bien ce qu'il fait. Voilà. Il y a Diomède aussi, pareil, Dymede, qui fait des icebergs, des vidéos, enfin le même registre, on va dire, que nous. Hein. Je l'inclus un peu dans cette grande famille. C'est très bien, très bien. J'aime beaucoup son ton. Le montage est chouette. Voilà. Très cool. Alors j'en oublie plein d'autres. Hein, je suis désolé, mais voilà, là c'est les 3 noms qui me viennent. En plus, on avait dit une, donc là, ça fait 3 à découvrir. Oui, moi, je vais aller voir ça. Et du coup, on arrive vers la fin du podcast. C'était un vrai plaisir de t'avoir ici, Obscuria. Ça faisait longtemps qu'on en parlait en plus, hein, de se faire un petit podcast pour discuter des sujets qui nous intéressent. Je suis très content qu'on l'ait fait enfin. Après au moins, ouais. Merci pour l'invitation. Je pense qu'il fallait le faire. Effectivement, il fallait le faire et il fallait le faire avant la fin de l'année. Donc, a priori, je posterai ce podcast avant les fêtes, donc dans les jours qui viennent. Et sur ce, je te souhaite d'avance de très bonnes fêtes. Merci, pareil, bel hiver, comme on dit, à toi. Et écoute, avec grand plaisir pour repasser peut-être un jour sur ce podcast ou refaire des choses ensemble. En tout cas, c'était très intéressant et ça m'a fait plaisir de parler des tartes au citron du Captain Cucci parce qu'elles sont vraiment délicieuses. C'est les meilleures, tout le monde le sait. Donc ça fait, on peut plus prétendre qu'on le sait pas, on le sait, c'est les meilleurs. Et avec grand plaisir de te revoir sur le podcast, on prend date. Et sur ce, je dis un petit ciao à tout le monde, portez-vous bien, bye bye.